Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Ophidian Project et aujourd'hui on va partir à la rencontre d'un genre haut en couleur, les micrurus, les serpents corail. Alors, ce genre de serpent fait partie de la famille des élapidés, donc il a pour cousin tout ce qui va être cobra, mamba, kraït, serpents marins et j'en passe. Ce genre est composé de 79 espèces différentes. Alors c'est pas le genre de serpent qui comprend le plus d'espèces, mais ça en fait quand même un paquet et je vais pas toutes vous les décrire en détail dans cette vidéo. Si jamais vous voulez retrouver des informations plus détaillées, je vous invite à aller sur internet, notamment sur le site Reptile Database où vous avez des renseignements espèce par espèce. Donc, le genre micrurus, appelé plus communément les serpents corail, se retrouve uniquement en Amérique. On va en retrouver en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Là où on retrouve le plus d'espèces différentes, c'est en Amérique du Sud. Et vous allez voir qu'ils sont quand même assez hauts en couleur et très différents les uns des autres. Les tailles vont varier en fonction des espèces. On va retrouver des micrurus qui vont en faire 40 cm comme Micrurus anelatus, Micrurus colaris ou encore Micrurus disoleucus melanogenis, jusqu'à 1,50 m comme pour Micrurus spexi, Micrurus sylviae. Il y en a un seul qui sort du lot en termes de taille, c'est Micrurus lemniscatus avec une taille de 1,65 m, ce qui en fait le plus grand serpent du genre. Les micrurus ont deux particularités physiques assez frappantes. La première particularité, et c'est celle qui définit ce genre, c'est la coloration. Vous allez voir que les colorations vont varier d'une espèce à l'autre. Là, je vous montre à ma droite Micrurus surinamensis et à ma gauche Micrurus medemi. Vous voyez très bien qu'il y a une différence de coloration qui est frappante. Mais il y a aussi des espèces qui vont être bicolores. Micrurus nardusi et Micrurus putumayensis. La longueur des bandes et leur disposition vont varier, mais comme vous pouvez le voir, on retrouve un code couleur général à tout le genre, à savoir noir, rouge, blanche et jaune. Et ces couleurs, elles sont pas là juste pour faire joli. Elles vont avoir un rôle hyper important dans la survie de ces espèces. On appelle ça une coloration aposématique. Cette coloration va leur permettre d'envoyer un message à leurs potentiels agresseurs et prédateurs qui va leur dire « Hop, je suis dangereux, ne m'approche pas ». Et ce système de coloration aposématique, on va le retrouver un peu partout dans le monde animal. Pour exemple, le plus flagrant, les dendrobates, qui vont avoir des colorations hyper pétantes et qui vont envoyer un message à leurs prédateurs. Vous avez aussi les seiches, qui sont capables de prendre des colorations assez pétantes pour envoyer un message. Pieuvre annelée, vous avez des insectes, enfin bref. C'est vraiment un système de défense qui va permettre d'identifier cet animal comme étant extrêmement dangereux pour nous. Et ce système de coloration aposématique fonctionne tellement bien qu'il y a des espèces qui ne sont absolument pas dangereuses, qui ont copié ces colorations. L'exemple le plus flagrant que je puisse vous trouver, c'est un serpent que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, l'Ampropeltis triangulum, qui a une coloration aposématique alors qu'il est absolument pas dangereux. C'est juste un leurre par mimétisme qui lui permet de faire croire qu'il est dangereux et qui lui évite en milieu naturel de se faire bouffer par des prédateurs. La seconde particularité physique, et ça je le savais pas avant de faire cette vidéo, c'est la forme du genre de ce corps. Effectivement, les micrurus, ils vont avoir un corps qui est plutôt de forme triangulaire. Ce qui va leur permettre une chose assez impressionnante, c'est d'aplatir tout ou partie de leur corps pour créer un leurre et éviter de se faire bouffer la tête. Comme sur la photo que je vous montre ici. Voilà, vous voyez un micrurus qui est en train de recourber le dernier tiers de son corps et de l'aplatir pour d'une, paraître plus gros, et de deux, faire croire que c'est la tête. Si jamais il se fait bouffer cette partie-là du corps, il a des chances de survie. Alors que s'il se faisait bouffer la tête, il survivrait clairement pas. Après, malgré tous ces atouts, ils ont quand même des prédateurs, hein, oiseaux, mammifères, autres reptiles. C'est des serpents qui sont pas en haut de la chaîne alimentaire. Les micrurus sont diurnes et nocturnes, ça varie en fonction des espèces. Et essentiellement terrestres, ils vont chercher à se camoufler dans la végétation la journée et pour se reposer ou se mettre à l'abri, ils vont se foutre dans un trou et puis rester tranquille. Petit oubli de ma part, Micrurus surinamensis fait partie des serpents corail qui sont semi-aquatiques. Et il y a d'autres espèces de micrurus qui sont tout à fait capables d'aller se foutre dans l'eau, soit pour échapper à un prédateur, soit pour aller chasser. Voilà, au niveau comportement, à ce niveau-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Au niveau du régime alimentaire, les micrurus vont bouffer des petits mammifères, des petits oiseaux, des petits reptiles. Il y en a même qui auraient été vus en train de bouffer des œufs. Et ils sont cannibales. Oui, les micrurus vont bouffer d'autres serpents. Au niveau de la reproduction de ce genre, elle est annuelle et se déroule en fonction des espèces du printemps à la fin de l'été. Les combats entre mâles ne sont pas systématiques. Les femelles serpents corail pondent des œufs, généralement de 3 à 5, qu'elles vont couver entre 30 et 45 jours. Ils auront des colorations qui seront similaires à celles des parents et ils seront déjà capables d'injecter un venin qui est potentiellement mortel pour l'homme. On en vient maintenant à la partie qui m'intéresse quand je fais ces vidéos, la partie venin. Donc on a vu dans une précédente vidéo que Micrurus corallinus avait un venin avec une DL50 de 0,006 mg par kilo. Si vous savez pas ce que c'est que la DL50, je vous invite à aller voir la petite vidéo 5 minutes pour comprendre la DL50
Vous allez voir, c'est très simple. On pourrait penser que c'est le seul à avoir un venin aussi puissant. Eh ben non. Vous avez Micrurus ibiboboa qui a une DL50 de 0,076 mg par kilo. Donc là, je vous mets un tableau où apparaissent les DL50 de plusieurs Micrurus. Alors, en fonction d'où ont été menés les relevés et de qui les a fait, les chiffres peuvent varier d'un tableau à l'autre, mais très légèrement. On peut voir que ibiboboca a une DL50 de 76 microgrammes par kilo, d'accord? Et notre Micrurus corallinus, dont je parle tout le temps, a une DL50 de 7 microgrammes, ce qui fait 0,007 mg par kilo. Donc il est beaucoup plus toxique par exemple que celui du cobra royal et que beaucoup d'espèces, hein, on va pas se mentir. C'est un puissant neurotoxique. Les symptômes d'une envenimation, je vous les donner. Les symptômes d'une morsure par serpent corail sont pas très cool. Hein. Vous allez avoir des nausées, des vomissements, vous allez ressentir des fourmillements sur la peau. Vous allez avoir des troubles de l'élocution, une vision qui se double, le syndrome de la paupière qui tombe sur l'œil, on appelle ça un ptosis, des contractions musculaires involontaires, une faiblesse généralisée et ils peuvent s'en suivre une paralysie, ce qui va faire que votre cœur ne fonctionnera plus, que votre cerveau ne fonctionnera plus. Donc là, vous allez tomber dans le coma. Et si ils n'arrivent pas à faire repartir tout ça, la suite, ce sera la mort malheureusement. Donc le genre Micrurus est pas à prendre à la légère du tout. Surtout quand on sait que la production d'antivenin qui était gérée par une branche de Pfizer a été stoppée en 2006. Aujourd'hui, il n'y a que les centres antipoison qui possèdent des stocks de venin. Donc les centres hospitaliers, si jamais vous arrivez, vous êtes mordu, les centres hospitaliers doivent faire la demande à un centre antipoison pour avoir des fioles de sérum antivenimeux. Mais l'autre info que j'ai trouvé d'après le site poison.org, c'est que les stocks d'antivenin qui restent sont périmés. Donc ça veut dire que potentiellement ça ne fera pas effet, ça pourra peut-être même aggraver l'envenimation. Donc voilà, c'est pas très cool de lire des choses pareilles et c'est pour ça que je pense il faut sensibiliser les gens à pouvoir identifier les serpents venimeux pour éviter de se faire mordre bêtement. Toutefois, si jamais il n'y a pas d'antivenin, les hôpitaux ont trouvé une parade. Vous avez des traitements médicamenteux à base anticholinésterasique. Donc cette molécule va contrer la dégradation des neurotransmetteurs par les neurotoxines contenues dans le venin et les protège. Donc là, c'est écrit sur mon script, hein. Je ne l'ai pas retenu par cœur. Mais en fait, c'est des médicaments qui vont faire un bouclier autour de vos neurotransmetteurs et qui vont éviter que ceux-ci se dégradent, donc qui vont maintenir votre organisme en vie le temps que le venin soit évacué par votre organisme. Mais je trouve ça assez dramatique quand même que des antivenins qui peuvent sauver des vies ne soient plus produits. Alors heureusement, il existe ce qu'on appelle les farms, les milk snake farms. Je pense notamment à Kentucky Reptile Zoo. Il y a une très bonne chaîne YouTube d'ailleurs. Je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Qui, eux, continuent d'extraire du venin d'espèces comme les Micrurus, enfin de genres comme les Micrurus, et qui continuent à pouvoir produire des antivenins, même si c'est en moins grande quantité. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été assez compliqué parce que les Micrurus, c'est un vrai casse-tête au niveau des noms. Hein. Je ne vais pas vous mentir que ceux qui leur ont donné les noms... ils sont allés chercher très très loin. Si jamais le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des nouveautés sur la chaîne. En attendant, moi je continue à vous préparer des petites vidéos. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Ciao.